Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Pourquoi un père de famille nombreuse a-t-il disparu comme cela du jour au lendemain dans l'Oise? Lundi 10 novembre 2008, près de Compiègne, une jeune femme de 31 ans se présente à la gendarmerie. Isabelle Lemaire est très inquiète. Son époux Jean-Luc n'a pas réintégré le domicile conjugal. Le mari était parti donner un coup de main à des amis pour réparer une voiture et il n'est jamais rentré. Une disparition singulière. En effet, selon ses proches, le disparu, père de 5 enfants, souffrait de dépression. Mais les gendarmes vont rapidement se rendre compte que la thèse du suicide ne tient pas et que de terribles secrets de famille pourraient expliquer la disparition de cet homme tranquille. Voici donc l'affaire Lemaire de Julien Mignot et Nicolas Brénéol. L'histoire tragique d'un père de 5 enfants qui ne donne plus signe de vie. Quelqu'un qui est prêt à donner le bon Dieu sans confession. Il aimait trop la vie. Il aimait trop ses enfants pour se tuer. Un départ inexpliqué. D'accord. Un étrange incendie d'une voiture en pleine forêt, sans cadavre à l'intérieur. C'est un incendie, il y a un véhicule qui flambe. On cherche dans les moindres recoins, mais on ne trouve aucune trace de Jean-Luc. Une famille construite sur des mensonges avec des enfants illégitimes. Ces enfants se sont construits sur des mensonges. Qu'est-ce qui se passe, maman? Dans la vie de Monsieur le maire, ça a été un véritable cataclysme. Un pactole de plus de 150 000 € à récupérer. 165 000 €. C'est une des seules assurances vie qui est versée même en cas de suicide. Des amants manipulés. Le couillon de la farce. Je comprends pas pourquoi elle est partie. Une épouse volage qui maquille ses sentiments. Il est tombé sur une diablesse. Elle joue bien. Elle joue bien. C'est une manipulatrice du début jusqu'à la fin. Je t'embrasse. Qui peut me dire, parce qu'on a eu une enfance difficile, alors on a des droits d'enlever la vie de quelqu'un? Nous sommes en novembre 2008 dans l'Oise, dans la forêt de Compiègne. C'est le début de l'automne. Il est environ 21h30. Dans la nuit froide et silencieuse, une voiture s'engage discrètement sur un chemin goudronné. À l'intérieur, un homme profondément déterminé. Il n'est pas là par hasard et il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Chaque geste est soigneusement exécuté. Froidement, l'homme se saisit d'un tournevis et se rend à l'arrière de la voiture. À cette heure-là, la forêt est déserte. Il ne risque pas d'être remarqué. À l'aide du tournevis, l'homme perce le réservoir d'essence. Dernier geste, il craque une allumette, la regarde un instant. Ce qu'il est en train de faire aura de lourdes conséquences pour lui et toute sa famille. Pourquoi mettre le feu à cette voiture? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? S'agit-il de son propre véhicule? Que cherche à cacher ce mystérieux individu? L'histoire commence un dimanche, vers 21h30, un dimanche soir. Un promeneur est dans les bois de Compiègne et il remarque des flammes. En fait, il s'approche et c'est un incendie. Il y a un véhicule qui flambe. Quelques heures plus tard, un automobiliste traverse la forêt de Compiègne pour rentrer chez lui. Sur le chemin, il découvre le véhicule calciné. La carcasse est encore brûlante. L'automobiliste panique. Il se rend à la gendarmerie la plus proche pour signaler la présence de ce véhicule presque détruit en forêt de Compiègne.
C'est un promeneur en fait qui a donné l'alerte aux gendarmes de la compagnie de Compiègne qui sont ensuite arrivés sur les lieux. Les gendarmes arrivent sur les lieux et constatent qu'il n'y a que la voiture, une fois l'incendie éteint, qu'il n'y a aucune trace de personne vivante à l'intérieur de la voiture. Au petit matin, une brigade de gendarmerie se rend sur place. Immédiatement, les gendarmes délimitent le périmètre de sécurité et font les premières constatations. Seule certitude, on ne trouve aucun corps dans le véhicule. Le lendemain matin, Isabelle Lemaire, une jeune mère de famille de 31 ans, arrive à la gendarmerie. Elle est en pleurs et a beaucoup de mal à raconter entre deux sanglots le récit de la soirée. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Isabelle Lemaire est très inquiète. Elle raconte que Jean-Luc, son mari, n'a pas réintégré le domicile depuis hier. Je comprends pas pourquoi elle est partie. Isabelle est bouleversée. Elle a 5 enfants. Son mari a disparu depuis la veille au soir. Je comprends pas. C'était un bon père. Super père. Pour Isabelle Lemaire, ce n'est pas normal que son mari ne soit pas rentré à la maison. Ce n'est pas non plus dans ses habitudes de partir sans donner de nouvelles. L'épouse en est sûre. Il a dû se passer quelque chose de grave. La dernière fois que vous l'avez vu, il est habillé comment? Face à cette femme paniquée, les enquêteurs prennent l'affaire très au sérieux. Ils tentent de retracer l'emploi du temps du mari, Jean-Luc Lemaire. Son mari, Jean-Luc, était parti aider un de ses amis qui avait une panne de voiture. Selon les déclarations d'Isabelle aux enquêteurs, son mari, Jean-Luc, avait quitté la maison avant le dîner pour aller donner un coup de main à deux amis qui avaient un problème de voiture. Ensemble, les trois hommes auraient quitté le domicile familial à 19h. Le véhicule à réparer était stationné dans un camping. Jean-Luc ne devait pas s'attarder. Il était d'ailleurs prévu que les deux hommes rejoignent le couple Lemaire pour dîner ensuite. On va aller voir ce qu'elle a avec Anne. Bon, je vous laisse les mecs, d'accord? C'est dingue ça. Lors de sa déposition, Isabelle raconte ensuite que c'est bien plus tard dans la soirée, quand les deux amis sont repassés chez elle, qu'elle s'est étonnée de ne pas voir Jean-Luc avec eux. Salut. Vous êtes tous les deux? Ah ouais? Quand les deux hommes reviennent voir Isabelle, ils sont les premiers étonnés de constater que Jean-Luc n'est pas chez lui. Donc tout le monde se demande où est Jean-Luc, qu'a fait Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis pas rassurée. Et pourquoi? Parce que c'est pas son genre de rester dehors pendant 1h30 sans coup de fil, sans prévenir. La panique aurait alors gagné le petit groupe. La situation est totalement anormale. Bizarre ça. Chacun se demande quoi faire. Jean-Luc, il m'a proposé de m'amener. Après avoir interrogé l'épouse du disparu, les gendarmes convoquent deux amis de Jean-Luc, Il était 19h. ceux qui avaient un problème de voiture. Et là, il y a Jean-Luc qui a déposé Frédéric et qui est reparti chez lui. Voilà, puis Jean-Luc, comme Les deux hommes confirment la version d'Isabelle. il m'a dit que... Ils expliquent que Jean-Luc était avec eux la veille au soir. Il est venu leur donner un coup de main avant de rentrer immédiatement chez lui. Bon, je vous laisse les mecs, d'accord? Bon bah rentre bien. Fais attention sur la route. D'accord, ok. Hein? À bientôt. Allez. Ok. Salut Jean-Luc. Tiens, c'est là. Isabelle Lemaire est déboussolée. Elle ne comprend pas pourquoi son mari n'est pas rentré à la maison. Et elle ne sait pas quoi dire à ses 5 enfants qui réclament leur père. Les gendarmes demandent ensuite à Isabelle de décrire la voiture de Jean-Luc. 405, Peugeot, Bordeaux. L'un des enquêteurs fait immédiatement le rapprochement avec le véhicule retrouvé calciné la veille. Vérification faite, il s'agit bien du véhicule du mari, Jean-Luc Lemaire. Les gendarmes s'interrogent. Pourquoi la voiture de ce père de famille a-t-elle été incendiée au beau milieu de la nuit dans la forêt de Compiègne? Qui a mis le feu à cette voiture? Jean-Luc est-il toujours en vie? La voiture d'un homme de 47 ans a été retrouvée carbonisée dimanche en forêt de Compiègne. Depuis, gendarmes et pompiers recherchent toujours ce père de 5 enfants. Depuis 2 semaines,
Brigade canine, hélicoptère et plusieurs enquêteurs cherchent la trace de cet homme. Cet après-midi, les plongeurs de la gendarmerie nationale ont dragué plusieurs étangs de la forêt de Compiègne en vain. Les enquêteurs draguent les canaux alentours et cherchent dans les lieux fréquentés par Jean-Luc Lemaire. On cherche dans les moindres recoins, mais on ne trouve aucune trace de Jean-Luc. Isabelle Lemaire est à la recherche de son mari Jean-Luc. Il n'a plus donné signe de vie depuis 2 semaines, chose inhabituelle et anormale pour elle. Les 5 enfants du couple réclament leur père. Les enquêteurs ont 3 pistes qui s'ouvrent à eux. La disparition volontaire, le suicide ou le crime. Les enquêteurs commencent à chercher un petit peu dans la vie de Jean-Luc Lemaire pour savoir qui il était. Pour mieux cerner la personnalité de Jean-Luc, les enquêteurs se plongent dans sa vie privée. Les frères de Jean-Luc Lemaire sont convoqués à la gendarmerie. Pour la première fois, ils nous font revivre les semaines d'enquête, les moments de souffrance et d'angoisse. Patrick, Jean-Claude et Jean-Marc, 3 frères en quête d'espoir et de vérité. Jean-Luc Lemaire, dont on découvre ici le vrai visage, est un bon père de famille. Pour ses frères, c'est un homme sans ennemi apparent. Quelqu'un de simple et gentil. Il avait la main sur le cœur, dès qu'il voyait que le mec qu'il avait un problème, il allait lui donner un coup de main. Quelqu'un de gentil, serviable. Un peu fermé. Il parlait pas beaucoup. Hein. Quelqu'un qui est prêt à donner le bon Dieu sans confession, à ouvrir sa porte, à aider. L'histoire de Jean-Luc et d'Isabelle, c'est d'abord une histoire d'amour. Lorsqu'ils se rencontrent, Jean-Luc a 34 ans, Isabelle en a 17. Malgré leur différence d'âge, c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et connaissent des jours heureux. Ensemble, ils habitent un petit pavillon situé à une dizaine de kilomètres de Compiègne, dans l'Oise. Après sa journée de travail, Jean-Luc est heureux de rentrer chez lui, de retrouver les siens. Bonjour chérie. Avec sa femme, ils sont les heureux parents de 5 enfants, dont la petite dernière, la Benjamine, n'a que quelques mois. Jean-Luc est un papa gâteau, très attentionné. Dans la famille nombreuse, il y a aussi la cadette, puis un autre petit garçon âgé de 6 ans, et l'aîné de 13 ans qui rêve de ressembler un jour à son père. Salut toi. Ça va bien toi? Ouais, t'en es? Jean-Luc mène une vie paisible, sans histoire. Un homme marié qui aime passer du temps avec sa famille. Franchement, en 6e, on est allé, Allez. Son assurance, en fait, ce sont ses enfants et l'amour qu'il porte à ses enfants et l'amour que ses enfants lui portent. Pourtant, derrière cet apparent bonheur tranquille se cache une blessure intime. Les enquêteurs découvrent que Jean-Luc et Isabelle Lemaire ont vécu le pire drame que des parents puissent connaître, la perte d'un enfant. La blessure dans la famille, c'est un petit garçon qui est décédé brusquement de déshydratation. Je pense que dans la vie de Monsieur Lemaire, ça a été un véritable cataclysme. Écrasés par le chagrin après la disparition de leur nouveau-né, Jean-Luc et Isabelle Lemaire, comme en témoigne ce document d'archives, tentent en vain de poursuivre l'hôpital, en alertant les médias. On les voit ici soudés dans l'épreuve. Leur enfant avait à peine 4 mois quand il est décédé. C'était quand même son 2e enfant. Et ça a été très dur un peu pour lui. C'est très difficile. Perdre un enfant, je pense que pour n'importe qui, c'est la chose la pire qui puisse arriver. Jean-Luc est profondément meurtri par la perte de son petit Fabien. Il s'est battu comme un lion. Il a espéré. Il a attendu. Mais la mort a été plus forte. Il ne peut se résoudre à l'oublier. Il se souvient de ses premiers moments de vie, du bonheur d'Isabelle à la naissance, de leur joie partagée.
de courts instants de cette vie, hélas arrêtés trop tôt. Jean-Luc Lemaire n'arrivera jamais à oublier cette tragédie. Le désespoir sans fin de cet homme l'aurait-il amené à commettre l'irréparable? Était-il à ce point au fond du gouffre que le suicide lui serait apparu comme la seule solution? Le moyen de rejoindre son petit Fabien? Mais ce n'est pas tout. Au moment des faits, Jean-Luc, employé de l'hippodrome de Compiègne comme responsable des espaces verts depuis près de 15 ans, ne peut plus travailler suite à un grave problème de santé. On n'a jamais su ce qu'il avait eu, ni nous, ni sa famille. Et il a été arrêté une première fois pour une hernie. Les gendarmes apprennent que Jean-Luc Lemaire était en arrêt maladie depuis plus de 6 mois au moment de sa disparition. À cause d'une opération, d'une hernie discale, qui le fait atrocement souffrir. Se déplacer devient un véritable calvaire quotidien. Jean-Luc Lemaire n'allait plus travailler. Il aurait sombré dans la dépression. Le mari était-il arrivé au point où le suicide lui apparaissait comme le seul moyen de se soustraire à cette souffrance? Est-ce lui qui a mis le feu à son propre véhicule avant de mettre fin à ses jours? Mais alors, où est son corps? Et surtout, que pense l'épouse de la surprenante disparition de son mari? Au moment de la disparition, Isabelle Lemaire craint que son mari ne se soit suicidé. Pour elle, c'est l'unique explication. Et elle n'a pas peur de s'afficher devant la presse. On parlait beaucoup de suicides ces derniers jours-là, dû à l'amaigrissement, de perte de 20 kilos en 2 mois. À cause d'une opération. À cause de l'opération. L'épouse du disparu semble donc très angoissée. Et elle le montre. Mais où est donc Jean-Luc Lemaire? Il a disparu maintenant depuis 2 semaines. Ses proches sont dans l'attente. Ses enfants ont besoin de lui. Les gendarmes vont découvrir de terribles secrets de famille. Isabelle, l'épouse éplorée, cache en fait bien des secrets. Les enquêteurs auditionnent les frères de Jean-Luc. Leur témoignage va se révéler capital pour l'enquête. Pour eux, il n'y a aucun doute. Leur frère n'a pas disparu volontairement et il ne s'est pas suicidé. Suicidaire ou fugue, c'était impossible. Rien que déjà pour ses enfants, c'est impossible. Il aimait trop la vie, il aimait trop ses enfants pour se tuer. Moi, j'ai ressenti qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense à tout, mais pas au suicide. Les frères du disparu sont en effet persuadés que Jean-Luc était devenu un mari encombrant, notamment pour son épouse. Pour moi, c'était un truc organisé et l'assassin n'était pas loin. Parce que plusieurs fois, il a dit à ma mère si tu savais comment je vis. Et ma mère, il a demandé dis-moi ce qui ne va pas. Il n'a jamais voulu. Après ces déclarations fracassantes des frères, les enquêteurs s'intéressent de très près à Isabelle, la très secrète femme de Jean-Luc. Tu penses que Jean-Luc, ça va? Après 15 ans de vie commune, les relations entre Jean-Luc et Isabelle se sont dégradées. La mort de leur petit Fabien, leur deuxième enfant, marque une cassure dans le couple. Isabelle est inconsolable. Quoi de plus triste pour une mère que la perte d'un bébé? Dans la douleur, Isabelle se sent seule, abandonnée par son mari. Mère au foyer d'une famille nombreuse, Isabelle est de plus en plus dépassée par les événements. Au moment de la disparition de Jean-Luc, elle est au fond du gouffre. Elle n'a plus d'emprise sur son foyer. Son mari est en arrêt maladie depuis plus de 6 mois et les caisses du foyer sont vides. Jean-Luc à la maison, l'argent ne rentre plus. Les comptes du couple sont dans le rouge. Isabelle doit faire face, seule. Putain de À 31 ans,
Isabelle étouffe dans sa vie de famille. Elle n'en peut plus de ces jours qui passent et se ressemblent. Son quotidien, changer les couches et faire le ménage, ne la satisfait plus. Isabelle, qui s'est mariée à l'âge de 19 ans, a envie de donner un nouveau souffle à sa vie de femme. Jean-Luc, qui a maintenant 47 ans, est presque paralysé. Isabelle sombre dans une profonde dépression. Par hasard, en lisant une revue, elle tombe sur une annonce proposant des rencontres entre adultes. Elle y voit un moyen de se changer les idées. C'est en répondant à une annonce qu'Isabelle trouve du réconfort dans les bras d'un jeune homme de son âge, Frédéric Ricot, 30 ans. Leur aventure ne devait durer qu'un soir, mais très vite, les deux amants se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Didier Daclin a été le témoin de cette époque. C'est le meilleur ami de Frédéric Ricot. On discute et il me dit, ah bah ça y est, je suis avec quelqu'un. Bon, très heureux pour lui, en espérant que ce soit quelqu'un de bien. Il fera passer, qu'on se rencontre, avec plaisir. Isabelle et Frédéric deviennent inséparables. Frédéric Ricot. Dans quelques instants, vous allez entrer dans l'intimité d'un ménage à trois. Comment Jean-Luc Lemaire, le mari d'Isabelle, va-t-il vivre la présence de l'amant sous son toit? Les enfants de Jean-Luc Lemaire sont-ils tous de lui? Quel a été le véritable rôle du deuxième homme présent le soir de la disparition? Alors, il a suivi, il a un rôle de suiveur. Les enquêteurs savent-ils qu'il était très lié à Isabelle? Pourquoi Isabelle Lemaire collectionne-t-elle des amants? La voiture de Jean-Luc Lemaire a été retrouvée calcinée. Depuis, cet homme marié a mystérieusement disparu. Allez, débrouillez-vous bien. Ce soir-là, deux hommes ont accompagné le mari qui ne donne plus signe de vie. Au moment de la disparition de son mari, Isabelle Lemaire est tombée amoureuse de Frédéric Ricot, le dernier homme à avoir vu Jean-Luc Lemaire en vie. Les enquêteurs découvrent qu'Isabelle a invité son amant à vivre sous le toit du mari et des enfants. Quelques mois après leur rencontre, la maîtresse invite son amant à venir s'installer dans la maison familiale. Pour ne pas éveiller les soupçons du mari, elle présente sa nouvelle conquête comme un ami dans le besoin. Copain. Frédéric Ricot. Bonjour. Jean-Luc. Bonjour, c'est toi qui viens aménager? Bonjour. Alors, au début, on pensait que c'était un ami. Mais après, non. Donc, Frédéric Ricot qui a une relation avec Isabelle Lemaire, et puis il y a le mari qui reste à leur côté, et tous les trois vivent ensemble. En fait, ils forment un trio dans une maison avec les enfants. La présence de ce nouvel homme au sein du foyer fait l'effet d'une bombe pour les enquêteurs. Les gendarmes veulent en savoir plus sur ce Frédéric Ricot. A priori, un gentil garçon qui adore les enfants. Il a au fond un profil d'éducateur spécialisé. C'est un garçon qui travaille beaucoup au contact des jeunes, au contact des adolescents. Il était très doux avec les enfants, à l'écoute, peut-être trop des fois parce qu'il leur passait même des caprices qu'il n'aurait pas dû, mais bon, c'était pas méchant du tout. Frédéric Ricot, que l'on découvre ici alors qu'il encadre des enfants, est un éducateur, un homme simple, un peu paumé, encore adolescent dans sa tête. Quand il rencontre Isabelle Lemaire, il a le sentiment de trouver quelqu'un qui lui correspond. Une femme avec laquelle il va enfin pouvoir vivre comme tout le monde. Il ne le montrait pas, mais on peut ressentir que oui, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être accepté déjà d'une, apprécié à sa juste valeur et sans plus, et de l'amour, de l'affection, comme tout à chacun. À 30 ans, Frédéric Ricot vit sa première grande histoire d'amour. Enfin, il va pouvoir vivre avec la femme qu'il aime, avoir des enfants, fonder un foyer. C'est ce qu'il désire par-dessus tout. Mais avant d'avoir Isabelle rien que pour lui, Frédéric doit encore être patient.
la maîtresse lui a promis de parler à son mari. Ce que l'amant ignore, c'est que c'est un énorme mensonge. À longueur de journée, Isabelle lui répète que son mari va bientôt partir, que la séparation va bientôt arriver. L'amant, réfugié dans la maison du couple, pense que la situation est provisoire. Elle va en fait durer 2 ans. Un adultère à domicile ahurissant. Dans un premier temps, l'épouse continue de dormir avec son mari. Mais il suffit que Jean-Luc quitte la chambre pour que l'amant sous le même toit se glisse aussitôt dans les draps encore chauds. Dans le lit conjugal, Isabelle et Frédéric vivent alors pleinement leur passion. Mon frère l'a accueilli, lui a donné un toit. De Rico, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est que voilà, il n'a même pas de reconnaissance de tout ça. Entre un mari presque paralysé qui la néglige et un amant passionnément épris, Isabelle ne va pas hésiter longtemps. Quant à Jean-Luc, résigné, qui se confie parfois à ses frères, il est contraint de subir ce ménage à 3, de s'installer dans le salon, de dormir comme un ami de passage dans le canapé. Parfois, il se révolte en tentant d'expulser l'amant. J'ai même appris qu'il avait essayé de le mettre dehors, qu'il n'a pas réussi, puisque c'est elle qui l'a fait rentrer derrière. On n'a pas pu intervenir, hein. S'il nous avait fait appel, on aurait intervenu. Nous, les frères, on aurait été le voir et puis dire, bon, bah écoute, ils sont mariés, tu laisses le ménage tranquille, toi tu te barres ailleurs, c'est tout, point final. On essayait de lui dire tout ce qu'elle faisait, mais il nous écoutait, mais lui, il était amoureux d'elle. Pour lui, ouais, c'était un peu comme lui au champ de course, ses chevaux quand ils courent avec des œillères, ben, c'était un peu ça, quoi. Je pense qu'il acceptait. Il voulait pas divorcer. Enfin, il voulait divorcer, mais d'un côté, il avait peur de pas avoir ses enfants. C'est surtout ça. Salut. Rico, comment ça va? Mais Jean-Luc perd progressivement la partie. Petit à petit, le mari n'est plus le maître chez lui. À la table familiale, Jean-Luc Lemaire est physiquement remplacé par l'amant. Frédéric Rico prend ses aises et devient le patriarche. Le véritable père de famille est relégué au second rôle, sous les yeux de ses propres enfants qui se rendent compte que la famille est à la dérive. Des enfants qui restent les seuls alliés de cet homme trompé et humilié, sous son propre toit. Pour les enquêteurs, un scénario criminel classique se dessine. L'amant, le nouveau rival amoureux, aurait eu toutes les raisons de vouloir tuer le mari avec la bénédiction de l'épouse. Afin de trouver des preuves compromettantes, les gendarmes placent immédiatement sur écoute téléphonique l'étrange duo formé par Isabelle et Frédéric. Allô, qui ça? Et là, surprise, Oui, c'est moi. l'amant se trahit au téléphone. Je suis très inquiet. Ils ont tout découvert. Ils vont venir me chercher à tous les coups, il y a les empreintes. Les écoutes téléphoniques sont très révélatrices assez rapidement. Frédéric Rico, dans ses conversations, est sibyllin, mais il a une attitude de quelqu'un qui est suspect. Autre élément troublant, les enquêteurs découvrent aussi que l'amant et la femme mariée mentent sur leur emploi du temps le week-end de la disparition du mari. À l'issue de ces écoutes téléphoniques, les gendarmes décident d'interpeller les suspects à domicile dans leur maison de Longueuil-Annel. Des conversations suspectes, pas d'alibi le week-end de la disparition. Les enquêteurs perquisitionnent chez les Lemaire à la recherche de preuves indiscutables. C'est ici chez Jean-Luc Lemaire? Ouais, allez, on y va. Nous sommes le 26 novembre 2008, soit 15 jours après la disparition inexpliquée de Jean-Luc Lemaire. Une situation totalement hallucinante se confirme sous les yeux des enquêteurs. Ils font des perquisitions dans la maison, et là, ils s'aperçoivent que Jean-Luc Lemaire n'avait plus vraiment sa place dans cette maison. Il dormait dans le canapé du rez-de-chaussée, mais il ne dormait plus dans la chambre conjugale. Et que dans cette chambre conjugale, à la place,
dormait un autre homme, Frédéric Ricot. C'est à qui ça? Mon mari. À ton mari? Sûr certaine? Depuis la disparition de Jean-Luc, les deux amants vivent sans aucun complexe sous le toit du mari. Ça aussi c'est à ton mari? Déjà totalement oublié, alors qu'on n'a même pas encore retrouvé son corps. C'est à toi? Non, c'est à mon fils. Ton fils? Ouais. C'est un grand garçon, ça. Il a quel âge? Les enquêteurs s'aperçoivent que l'amant, Frédéric Ricot, a totalement remplacé Jean-Luc dans son intimité. À l'arrivée des gendarmes, Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot semblent sous le choc. Leur petit monde s'effondre. Les gendarmes, ni une ni deux, ils se disent ces deux-là, faut les placer en garde à vue, faut les faire craquer, quoi. Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot, devenus les suspects numéro 1, sortent de la maison menottes au poignet. Ils semblent abasourdis. Placé en garde à vue, Frédéric Ricot est interrogé. Il doit d'abord s'expliquer sur son emploi du temps le soir de la disparition de Jean-Luc. Dans un premier temps, l'amant répète comme il l'avait déjà dit lors de sa première convocation que ce soir-là, il était avec Jean-Luc. Ensemble, ils seraient allés réparer la voiture d'un ami stationné dans un camping de la région. Mais ce que Ricot ignore, c'est qu'il y a une caméra de vidéosurveillance à l'entrée du camping en question. Les gendarmes ont récupéré les images de cette caméra. Et là, surprise, les images sont formelles. Il n'y a pas de voiture ce soir-là près du camping. L'amant a menti. Bizarre. On s'y voit pas. Mais ce que ne savent pas encore les gendarmes, c'est le véritable mobile du passage à l'acte de l'amant. Frédéric Ricot avait en réalité une raison très personnelle d'en vouloir au mari. Un secret de famille partagé par sa maîtresse. Tous les deux avaient déjà envisagé leur avenir. Après le crime, ils rêvaient d'empocher 150 000 €. Ouais, mais je sais pas comment ça s'est passé. En garde à vue, Frédéric Ricot reconnaît être l'auteur du meurtre. Selon l'amant d'Isabelle, il s'agirait d'une dispute qui aurait mal tourné. Voici son récit. Ça m'a échappé, moi je voulais juste qu'on s'explique quoi. Tout le temps, j'en ai marre. D'accord, moi j'ai jamais rien dit. Arrête! On peut plus, ok? Tu me sens par les yeux. Dans la voiture, les deux compagnons d'Isabelle discutent. Entre le mari délaissé et l'amant qui a pris sa place, très vite, le ton serait monté. Selon Ricot, Jean-Luc aurait tenu des propos injurieux envers la femme qu'il aime et leurs enfants. Arrête de mentir, Jean-Luc. Attends, mais est-ce que je m'en suis prêt? Et c'est parce que Jean-Luc aurait traité ses propres enfants de bâtards et Isabelle de prostituées que l'amant aurait basculé dans la violence. Je vais te péter la gueule! Descends! Aux gendarmes, Ricot assure qu'il ne s'agit pas du tout d'un guet-apens. Il aurait dérapé par amour pour Isabelle et les enfants. L'homme aurait explosé. Devant tant de mépris, son sang n'aurait fait qu'un tour. Il aurait tué pour sauver l'honneur d'Isabelle et des enfants. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus par cette version. De fait, la thèse de la dispute qui a mal tourné ne va pas tenir très longtemps. Les gendarmes sont persuadés qu'il s'agit d'un assassinat planifié, prémédité. Un crime pensé et préparé longtemps à l'avance. En fouillant dans la vie de cet incroyable ménage à trois, les enquêteurs vont découvrir plusieurs mobiles inavouables. C'est dans l'intimité de la famille Lemaire que les enquêteurs vont trouver une première explication à ce meurtre. Un stupéfiant secret de famille. Les gendarmes, abasourdis, le découvrent. La petite dernière du couple Lemaire, un nourrisson de 13 mois, n'est pas de Jean-Luc, le mari. Mais elle est la fille de l'amant, Frédéric Ricot. L'amant, installé dans la maison depuis plus de 2 ans, a donc mis enceinte sa maîtresse. Des tests génétiques confirment ce secret de famille. La petite qui est à 99,9 la fille de Ricot. Et qui lui, de toute façon,
Le jour qu'ils ont tué Jean-Luc, reconnaît avoir dit la première chose qu'il a fait, c'est récupérer la photo de sa fille dans le portefeuille à Jean-Luc. Mais comment se fait-il que le mari ait accepté une telle situation? Avoir, sous son toit, un enfant illégitime avec à ses côtés le père biologique de cette petite fille. Les gendarmes l'apprennent, tout simplement parce que ce n'était pas une première pour l'époux humilié. Isabelle aurait déjà eu un enfant avec un autre homme, et elle avait déjà gardé le premier enfant illégitime, un enfant métis, lui aussi accepté par le mari. Il a accepté comme son propre fils. Il l'a reconnu. Et Jean-Luc, il accepte. Il porte son nom, il accepte. Et pour convaincre Jean-Luc, l'épouse n'hésite pas à lui donner des explications abracadabrantesques. Elle a fait croire à mon frère déjà qu'il était tombé. Qu'elle était tombée, c'est pour ça qu'il était métissé. Et que petit à petit, il allait devenir blanc. Lui, il a marché les deux pieds dans le plat, quoi, c'est tout. Mais maintenant, il est là, le petit, on peut rien faire. Et puis, il était tout le temps avec mon frère. Il ne pourra rien, le gamin, il n'y pourra rien là-dessus. Tout ça, c'est des aberrations. Je ne sais même pas si, racontant ce mensonge énorme, je ne sais même pas si elle-même y a cru. En tout cas, la vérité de cette famille enseigne que cet enfant est né dans la famille d'Isabelle et de Monsieur le maire, que Monsieur le maire a élevé cet enfant, que cet enfant, évidemment, il porte le nom de Monsieur le maire et que juridiquement, il a toujours été rattaché à Jean-Luc. Qu'est-ce qui se passe, maman? Une paternité cachée. Est-ce un mobile suffisant pour justifier un crime? Pas si sûr. Les gendarmes découvrent un mobile financier très avantageux pour les deux amants désargentés. Ils ont en effet une possibilité de rafler rapidement 150 000 euros. 150 000 euros, c'est le montant de l'assurance vie que Jean-Luc Lemaire avait contracté auprès de son employeur. Une assurance vie avec une clause bien spécifique. Cette assurance vie, elle est obtenue au bout de 15 ans. Je ne me doutais pas qu'Isabelle pouvait être au courant, mais c'est une des seules assurances vie qui est versée même en cas de suicide. C'est un contrat d'assurance vie que j'ai trouvé. Plus de 150 000 euros à récupérer. De quoi donner de sérieuses idées à Isabelle Lemaire et à Frédéric Ricot. L'assurance vie que l'on peut obtenir après le suicide. Garantie d'effet suicide. Ça veut dire que si par hasard il se suicide... Cela pourrait aussi expliquer pourquoi immédiatement après la disparition, l'épouse avance avec autant d'aplomb l'hypothèse que son mari a voulu en finir. Souvenez-vous des incroyables déclarations d'Isabelle Lemaire face à des journalistes. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Vous pensez qu'il a voulu mettre fin à ses jours? Il est parti? Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours, là. Reste le plus hallucinant pour les enquêteurs. Les deux amants, sans le sou, convoitaient le pactole de l'assurance vie bien des mois avant le crime. Isabelle et Frédéric avaient en effet passé commande pour un coupé sport de 17 000 euros 5 semaines avant le meurtre. Encore plus? Ils me disent, voilà, on est intéressé, mais on ne peut pas la prendre tout de suite, du fait qu'on est en attente d'argent, d'une rentrée d'argent. Cette visite, 2 semaines avant le meurtre, le concessionnaire automobile s'en rappelle bien. Elle est totalement surréaliste. D'un côté, il y a la femme et l'amant, main dans la main, un couple légitime aux yeux du vendeur de voitures, et de l'autre, en retrait, le mari, qui faisait de la figuration. Je pensais même que c'était le couple, le monsieur et puis la dame qui voulait acheter la voiture. Je pensais que c'était vraiment le couple qui était emmené par un ami. Les enquêteurs le découvrent. Près d'1 mois avant le crime, dans l'esprit des deux amants, le mari n'existait déjà plus. Plus extravagant, selon 2 témoins, le couple illégitime ne se cachait même pas de vouloir faire taire définitivement Jean-Luc Lemaire.
Il y a eu quand même le témoignage d'autres amants, il y a le témoignage d'un ami de Frédéric Ricot qui a dit oui, j'ai entendu Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot dire oui, on va le tuer, on va le buter, voilà, il est trop. Il y a eu 2 témoignages quand même qui allaient en ce sens. Mais pour être sûr de réussir dans leur entreprise, les 2 amants se mettent en quête d'un 3e complice, afin de réussir le crime parfait. Une 3e personne qui pourrait aider. Quelques jours avant le meurtre, Isabelle Lemaire rencontre donc Alain Lanternier, un maçon séparé de sa femme qui ignore tout des projets criminels de l'épouse. Alain Lanternier, dont on découvre ici le vrai visage, est un homme fragile qui ne peut rien lui refuser. Au moment de la disparition de Jean-Luc Lemaire, la vie d'Alain Lanternier est dans une impasse. Il a tout perdu. Sa femme l'a plaqué et ses enfants ne lui parlent plus. Alain Lanternier n'a plus du tout de contact avec ses enfants à ce moment-là. Ça se passe très mal au sein du couple, à tel point que Madame Lanternier a mis son mari dehors. Il est à la porte. Il se réfugie dans un camping, dans un mobil-home. Suite à son divorce, Lanternier est obligé de vivre comme un nomade dans un mobil-home, en attendant des jours meilleurs. Lanternier se sent seul. Et c'est dans ces conditions d'isolement affectif qu'il va rencontrer Isabelle Lemaire. Alain Lanternier est très séduit par Isabelle Lemaire. Isabelle Lemaire lui raconte qu'ils vont partir ensemble, qu'ils vont fonder une famille, qu'ils vont s'installer ailleurs. Très vite, Isabelle, qui s'est présentée à son amant comme venant tout juste de divorcer, fait miroiter à Alain Lanternier des projets de mariage, avec de grandes déclarations d'amour. Et pourtant, la liaison clandestine du couple est extrêmement récente. Elle durera effectivement quelques jours, pas plus d'1 semaine. En pleine passion, Alain Lanternier veut tout offrir à sa maîtresse. Et Isabelle Lemaire le sait. Alain Lanternier qui est un peu le pigeon, hein, voilà. En fait, elle l'apitoie un peu comme ça. Et donc, il lui dépanne 2225 €, je crois. Mais au bout de... Enfin, ils se connaissent depuis 2 jours. Dis mon cœur. A priori, Alain Lanternier aurait donc le profil idéal recherché par les 2 amants, Frédéric et Isabelle, qui veulent neutraliser le mari. L'homme ne sait pas dire non. Monsieur Lanternier est un homme extrêmement naïf, à mon avis, et il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il est même presque, on pourrait dire, une victime dans cette histoire. Il a suivi, il a un rôle de suiveur, il n'a pas du tout un rôle d'exécutant. Le couillon de la farce. 3 semaines après la disparition de Jean-Luc Lemaire, Alain Lanternier est arrêté dans son mobil-home à côté de Compiègne, dans l'Oise. Lui qui a perdu Isabelle, son nouvel amour, sans explication depuis la nuit du meurtre, voit débarquer les gendarmes à son domicile. Alain Lanternier ? Oui. Son monde s'écroule. Il est immédiatement placé en garde à vue. Je vous emmène au poste pour parler de la disparition de Monsieur le maire. Lors de son interrogatoire, le maçon raconte comment le piège s'est refermé sur lui la nuit du crime. Selon lui, Isabelle l'a invité à passer au domicile des Lemaire pour un dîner. Alain Lanternier ignore tout des projets criminels de sa maîtresse et de Ricot. La vraie histoire, c'est qu'on est parti avec Jean-Luc et Ricot, on est parti jusqu'à la Gravière. Autour d'Isabelle, 3 hommes. Jean-Luc, le mari, Frédéric Ricot, le premier amant, et Alain Lanternier, qui vient lui aussi d'entrer clandestinement dans la vie de l'épouse. Allez, viens Jean-Luc. Merci. À 19h, tous les 3 quittent le domicile familial dans 2 voitures pour aller, soi-disant, réparer un autre véhicule en panne. Alain Lanternier accompagne le mari et Ricot. Suis-le bien, Jean-Luc. Ouais, bah attends, je suis. Aux enquêteurs, Alain Lanternier révèle que les 2 voitures se seraient arrêtées à l'entrée d'une carrière de sable. C'est là qu'Alain Lanternier aurait assisté, médusé, à une scène terrible. Descends ! La mise à mort du mari.
Selon Lanternier, aucun doute possible. Le meurtrier s'appelle Frédéric Ricot, le premier amant qui a étranglé le mari. Mais pourquoi Alain Lanternier n'est-il pas intervenu? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police ou les secours? Voilà, il bouge pas, il est comme ça, il bouge pas. Il a son téléphone et puis il a quoi? Il a 1 km, un petit 1,5 km de la gendarmerie. Donc je vois pas ce qu'il peut pas craindre à sa vie. Il va rester prétendument 1 heure sur place, dans sa voiture, avec son portable, et il n'appelle personne. Si Lanternier, témoin du crime, n'a pas pu dénoncer le meurtrier, c'est uniquement par peur. Ricot l'aurait menacé de mort. Mais ce qu'ignore Alain Lanternier, selon ses déclarations, c'est qu'il n'est pas là du tout par hasard. Il lui est réservé un rôle bien précis, aider à porter le cadavre du mari, trop lourd à traîner pour un seul individu. Frédéric Ricot ne pouvait pas porter tout seul le corps de Jean-Luc Lemaire. Jean-Luc Lemaire pèse plus de 70 kilos, on ne trimballe pas un cadavre comme ça. Il est impossible à un homme seul de transporter ce corps. Un corps de ce poids-là. Jean-Luc Lemaire, bon, il fait quand même 75-80 kilos. C'est quand même quelqu'un de, ouais, quand même assez grand, quoi. Voilà. Et on peut pas le porter tout seul, quoi. Donc obligatoirement, il a fallu que ce soit 2 hommes qui portent Jean-Luc Lemaire jusqu'à sa dernière demeure, quelque part. Puis afin d'éviter toute trace compromettante, et pour mieux faire croire à la disparition volontaire ou à un suicide, Ricot a mis le feu à la voiture du mari. Il faut se mettre d'accord. Les 2 amants auraient ensuite rejoint Isabelle chez elle. Il faut qu'on dise... C'est Ricot qui aurait poussé tout le monde à mentir en racontant la version du suicide. Les 2 amants et l'épouse auraient alors scellé un pacte du silence. On dit tous pareil. D'accord? On nous a déposé. Selon Lanternier, Ricot serait donc le cerveau du crime. L'homme est mis en examen pour assassinat. Frédéric Ricot était l'exécutant. Il a assassiné Jean-Luc Lemaire. Il avait un complice quelque part malgré lui. Alain Lanternier, qui est intimidé par Frédéric Ricot parce qu'il l'a menacé de mort, l'a aidé à transporter le corps et l'a aidé à l'enterrer. Débutons ce journal par la découverte du corps de Jean-Luc Lemaire, disparu depuis le 9 novembre. Sa dépouille a été retrouvée en tout début d'après-midi dans les carrières d'Atichy. Plus d'1 mois après la disparition de Jean-Luc Lemaire, son corps est enfin retrouvé dans la carrière de sable. Pour les frères, c'est la fin du cauchemar. Bah déjà, pour nous, ça a été un soulagement, c'est d'avoir retrouvé son corps. Qu'on puisse l'enterrer. Unis dans le chagrin, les frères Lemaire doivent encore affronter une terrible épreuve. Annoncer à leur mère, malade, la mort de son fils. Oh, le plus difficile, c'est d'aller voir notre mère et puis lui annoncer, quoi. Là, ça a été très, très difficile. Elle n'arrive pas à se préparer. Moi, c'est mon frère. Elle, c'est son fils. Donc elle, on lui fait une plaie béante. Le 26 décembre 2008, 1 mois et demi après la disparition, le corps de Jean-Luc Lemaire est inhumé. On l'a accompagné jusqu'au bout, qu'il soit pas seul. De toute façon, on n'aurait jamais pensé que l'un de nous aurait disparu comme ça. Quel a été le véritable rôle d'Isabelle Lemaire dans le meurtre de son époux? Est-ce elle qui a tout orchestré? Ou au contraire, comme le plaide son avocat, la maîtresse n'a-t-elle pas su dire non à son amant qui voulait se débarrasser du mari? Je pense que M. Ricot lui a dit à plusieurs reprises
qu'il allait peut-être supprimer son mari, parce qu'il n'en pouvait plus. À l'inverse, je pense qu'elle n'a jamais dit « élimine-moi ce mari gênant ». Les frères de la victime ne partagent pas du tout cette impression. Pour eux, c'est Isabelle qui est à l'origine de tout. C'est elle qui a orchestré la mort de son mari. Il est tombé sur une diablesse. Elle joue bien. Elle joue bien. C'est une manipulatrice du début jusqu'à la fin. Les enquêteurs partagent la conviction des frères de Jean-Luc. Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat. Juin 2012, près de 4 ans après la disparition de Jean-Luc Lemaire, le procès approche. La passion s'est éteinte entre les deux amants et leur maîtresse Isabelle. Alain Lanternier, accusé d'avoir transporté le cadavre, n'a jamais revu Isabelle depuis la nuit du crime. Il a été remis en liberté avant l'audience. Depuis sa prison, où il est incarcéré, Frédéric Ricot, assassin présumé, écrit lui des lettres enflammées à son ancienne compagne. Mais la maîtresse emprisonnée ne répond plus. « 20 juin 2012. Les assises de Beauvais, dans l'Oise, font salle comble. Tout le monde se presse pour apercevoir le trio machiavélique. Alain Lanternier, le maillon faible, présent au début de l'audience, craque. Il a fait une tentative de suicide. Jugé devant les magistrats, il a été condamné à 3 ans ferme. C'est un homme brisé. On lui reproche de ne pas avoir réagi et de ne pas avoir dénoncé aux gendarmes ce qui s'était passé. Au cours des débats, une seule question hante le prétoire. La personnalité d'Isabelle Lemaire, une femme volage qui collectionnait les amants, qui les utilisait et les rejetait. Comment expliquer une telle attitude? À la surprise générale, face à sa mère, l'accusé livre une clé pour comprendre. Concrètement, il y a des compagnons de sa mère qui ont abusé d'elle. Voilà, elle a aussi le souvenir de ce que sa mère avait des amants. Elle emmenait Isabelle dans sa voiture alors qu'elle était très petite. Pendant que sa mère faisait ce qu'elle avait à faire avec 1, 2 ou 3 hommes, la petite restait dans le véhicule. Puis après, on repartait à la maison se coucher à 3 ou 4 heures du matin. Mais cette terrible révélation n'apaise pas les parties civiles. À la limite, je suis peut-être triste pour elle parce qu'elle a eu une enfance difficile. Mais qui peut me dire, parce qu'on a eu une enfance difficile, alors on a des droits d'enlever la vie de quelqu'un? Après 6 jours de débat, le verdict tombe. Isabelle Lemaire est condamnée pour complicité d'assassinat à 12 ans de prison. Ricot, lui, écope de 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Jean-Luc Lemaire. Tous ont fait appel de cette décision de justice. Un nouveau procès permettra peut-être d'avoir enfin toute la vérité sur cette affaire. Avant ce nouveau rendez-vous judiciaire, les frères de Jean-Luc Lemaire culpabilisent encore. Ils n'arrivent pas à oublier. Il n'y a pas longtemps, j'avais les larmes aux yeux parce qu'on était dans un mariage, on était tous les frères, il nous en manquait qu'un, quoi. Et je pensais à lui, c'est tout. Il avait un petit sourire, je le garde que comme ça, quoi. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, c'était comme ça. J'oublierai pas mon frère. Pour les enfants du couple Lemaire, la disparition de leur père et l'incarcération de leur mère est une terrible épreuve. Ils ont tous été placés. Les enfants sans foyer, ils sont 5, on peut même pas les prendre. Parce que nous, on n'a pas de place. Ils veulent pas casser la fratrie. Et on peut pas en mettre 2 par là, 3 par ci. Et eux, ils sont en train de vivre un cauchemar. Ces enfants se sont construits sur des mensonges. Déjà, je vous le dis, déjà dès le départ, leur famille est un mensonge. Reste le cas le plus dramatique, celui de la petite dernière. Son père biologique, Frédéric Ricot, est en prison pour avoir assassiné son père adoptif, Jean-Luc Lemaire. Ça reste un enfant, elle y est pour rien, mais imaginez. Pour elle, son père, c'est Jean-Luc. Elle va apprendre que son vrai père, c'est Ricot. Et elle va apprendre que c'est lui qui a tué son père. Enfin,
Voilà ce que ça va engendrer. Jean-Luc Lemaire est mort à l'âge de 47 ans. Il laisse derrière lui 5 orphelins. Il était encore conscient lorsqu'il a été enterré. Ses dernières paroles furent « Pourquoi vous me faites ça ?» Direction Montréal à présent, au Canada. 4 juillet 2003, on découvre le cadavre d'un certain Reynald Jacquemot dans son appartement. Ce commerçant a été tué d'une décharge de carabine dans le dos. Qui peut bien être l'assassin? Les soupçons des enquêteurs se concentrent d'abord sur un associé de la victime. Ils avaient des parts en commun dans une société. Problème, ce suspect a un alibi. Alors comment expliquer le crime? Les enquêteurs découvrent alors un étrange message sur le répondeur de Reynald Jacquemot. Avant de mourir, il avait enregistré un SOS paniqué destiné à des créanciers qui le harcelaient. Alors si l'argent est bien le mobile du crime, reste à savoir qui est le coupable. 4 juillet 2003, Montréal. Le propriétaire de l'appartement de Reynald Jacquemot s'inquiète des nouvelles de son locataire depuis plusieurs jours. Son propriétaire, il m'appelle, il me dit, votre fils Reynald, ça fait 3 jours qu'il n'est pas rentré. Et ce n'est pas dans ses habitudes. C'était pour ça qu'il m'appelait. Pour me demander si je savais où est-ce que Reynald était allé. Alors je lui ai dit, je suis pas au courant, non. Je sais pas où il est. Le propriétaire pénètre alors dans le domicile de ce jeune homme de 29 ans. Il a marché vers la cuisine. Il a vu Reynald qui était tombé par terre à plat ventre et il y avait ses jambes qui dépassaient. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a appelé la police. La victime, Reynald Jacquemot, a été abattu dans le dos. 3 balles de carabine. C'est le début d'une énigme criminelle qui va durer 10 mois. Un assassinat soigneusement programmé. J'ai jamais connu une autre enquête comme celle-là. Je pense que j'en connaîtrai jamais une autre. C'est tellement vrai que quand on m'interroge là-dessus ou quand j'en parle avec des gens, je dis toujours « ça c'est un scénario de film. Si on voyait ce film-là, on trouverait ça hallucinant. » Cette histoire-là, elle était diabolique. C'était intéressant parce qu'il y avait... Intéressant, malheureusement, il y a eu un mort, mais... Il y avait toutes sortes de dédales. C'était tordu, c'était vraiment une histoire tordue. La victime, Reynald Jacquemot, vivait au 2e étage d'un immeuble à Montréal. L'homme travaillait dans l'informatique. Une activité qu'il exerçait à domicile, au rez-de-chaussée. Le 4 juillet 2003, c'est le propriétaire des lieux qui va faire une macabre découverte. Lorsque le corps a été découvert, il était face contre terre dans la cuisine. Nous avons commencé notre enquête et il va nous sembler assez vite probable que la victime aurait été assassinée aux alentours du 30 juin, c'est-à-dire 4 à 5 jours avant la découverte du corps. Sur place, on a tout de suite pu constater que la victime avait reçu 2 balles dans la tête et 1 balle dans le dos, à la hauteur de l'omoplate gauche. Ça a été un choc terrible. Ça a été un choc terrible quand j'ai appris qu'il avait été... La première chose que j'ai pensé... Le pauvre garçon, il s'est fait descendre comme un... Mais heureusement, il y a Jean-Marc Destrade qui m'a dit... il n'a pas souffert. La première balle qu'il a reçue, elle est allée dans le cœur, alors il est mort sur le coup. L'enquête sur l'assassinat est confiée alors à Jean-Marc Dextraz et à son collègue Vincent Rozon. Premier objectif des investigations, cerner la personnalité de la victime. On va se rendre compte que M. Jacquemot est un individu qui est probablement impliqué dans certaines fraudes de petite envergure. Il gère un petit commerce d'informatique dans la rue Maisonneuve, mais l'affaire ne marche pas très bien. Il faisait de la réparation d'ordinateurs. Sauf que sa technique à lui,
Quand un client apportait un ordinateur pour le faire réparer, c'était de lui dire « J'ai pas les pièces, rappelez-moi d'ici 3 semaines ». Entre-temps, il revendait l'ordinateur. Quand le client rappelait, il disait « J'ai pas encore les pièces, rappelez-moi dans 3 semaines ». Il arrivait à faire durer ce petit manège pendant quelques mois et puis il fermait boutique. Il s'est donc retrouvé avec 12 ou 15 clients qui lui réclamaient un ordinateur qu'il avait déjà vendu. Mon fils Reynald, c'était un garçon qui aimait flamber avec l'argent et qui aimait traîner tard le soir dans des bars où il savait qu'il pourrait rencontrer des très jolies petites minettes, comme on dit. Et donc, je suis certain qu'il avait des... Parce que moi, étant donné que je suis son père, souvent il venait me voir quand il avait trop de soucis et il me disait « Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Je suis un peu à court ces temps-ci. » Peu de temps avant, M. Jacquemot avait aussi été en contact à Québec avec le milieu des motards pour faire du transport de stupéfiants. Et comme d'habitude, il a fait le malin. Il est allé apporter les stupéfiants à Montréal et ensuite il a oublié de donner l'argent de la vente aux motards de Québec. L'enquête débute à peine. C'est alors qu'intervient un étrange rebondissement. Un avocat de la victime fait d'inquiétantes révélations à la police. Monsieur Boucher m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu des lettres à son bureau, envoyées par la victime. Et il lui expliquait qu'il était surveillé et qu'il y avait des prêteurs sur gage qui en voulaient à sa vie. Reynald Jacquemot évoque noir sur blanc dans ses lettres la possibilité de se faire exécuter par des créanciers sans pitié. Une piste intéressante pour les enquêteurs. On entame donc la lecture des courriers que la victime a envoyés à l'avocat. Et il y a 2 prêteurs sur gage qui sont mentionnés dans les lettres, avec des surnoms bien sûr, Sylvano et Fred. Alors on commence à faire des recherches dans les banques de données. On identifie Sylvano comme étant Sylvain Tremblay et Fred, Frédéric Ouellette. Les 2 enquêteurs identifient les 2 créanciers susceptibles de vouloir neutraliser le commerçant qui a été assassiné. Ils sont interrogés, leurs emplois du temps vérifiés ainsi que leurs alibis. Conclusion, aucun d'entre eux n'aurait pu être l'auteur du meurtre. En revanche, surprise, le téléphone portable de la victime va parler. On avait son téléphone portable, la liste de ses contacts. On a téléphoné à toutes les personnes qui se trouvaient dans son répertoire téléphonique. Étant donné qu'il avait escroqué tellement de monde, il pouvait avoir été assassiné par un client du magasin qui avait perdu un ordinateur de grande valeur, ou alors par les motards qui auraient réussi à trouver sa nouvelle adresse. On a donc parlé à peut-être 150 individus. On a passé environ 150 appels à des personnes qui pouvaient être potentiellement suspectes. Parmi les personnes contactées par la victime avant de mourir, il y a un certain Jacques Desroches. Il a habité dans une ville québécoise, Joliette, où la victime a vécu une partie de sa jeunesse. Je me suis rendu au domicile de M. Desroches, dans la rue Papineau, à Joliette. Je vous attendais. Entrez. C'est un appartement qui est délabré. On voit tout de suite que c'est un appartement qui n'est pas entretenu. On sent que M. Desroches est quelqu'un qui vit pauvrement. Pas beaucoup de meubles, la maison est sale. M. Desroches nous trace un profil assez complet de M. Jacquemot, de ses ennemis. Il nous décrit aussi sa façon de vivre. Il faisait entièrement confiance à Desroches. D'ailleurs, je peux vous dire que ce Jacques Desroches, je l'ai connu. Je peux en parler parce qu'il est quand même venu 3-4 fois chez nous. C'est arrivé de temps en temps que mon fils décide de venir nous voir et qu'il l'amène avec lui. Il faut savoir que mon fils, il n'avait pas de voiture. Donc, c'était Jacques Desroches qui l'emmenait dans la sienne certains jours quand il voulait aller quelque part. Détail important, Reynald Jacquemot, la victime, et ce fameux Desroches avaient créé une entreprise ensemble. Il était associé avec Desroches dans une boutique à Joliette qui s'appelait Le Fou de l'Informatique. Et il faisait le même style de travail à Joliette. Il prenait les ordinateurs, ne faisait pas les réparations, les vendait, était convoqué au tribunal, ne se présentait pas, ne remboursait pas. Et au bout du compte, il s'avérait que le client avait perdu son ordinateur et n'était jamais remboursé. Il a donc monté le même stratagème. Il a recommencé ici à Montréal, ce qu'il faisait déjà à Maisonneuve. Un élément intrigant attire l'attention des enquêteurs. Les 2 associés avaient souscrit ensemble une assurance vie.
En clair, Jacques Desroches pouvait toucher le pactole. Près d'1 million d'euros si son collègue venait à disparaître. Un parfait mobile pour justifier un assassinat. Pour les enquêteurs, il existe désormais une nouvelle piste. Reynald Jacquemot, un commerçant de 29 ans, abattu chez lui, n'a pas été, comme on l'avait cru au départ, éliminé par des créanciers qui en voulaient à son argent. La nouvelle orientation de l'enquête ? Les policiers s'intéressent désormais à un ancien associé de la victime, Jacques Desroches, un homme âgé de 47 ans, spécialisé dans les assurances-vie. Desroches, c'est quelqu'un qui est né à Joliette, qui a habité à Joliette toute sa vie. Très connu parmi les habitants de Joliette, étant donné que c'était un des meilleurs agents d'assurance de cette petite ville. Tout le monde passait par lui pour son assurance automobile, son assurance maison, son assurance voyage. C'est ce qu'on appelle un verbomoteur, c'est-à-dire une personne qui parle beaucoup, qui parle sans arrêt, qui est très vive d'esprit, qui répond rapidement, qui a toujours un peu réponse à tout. Les premières rencontres ont permis de constater que M. Desroches est quelqu'un qui est narcissique, très imbu de lui-même. C'est un monsieur qui a eu un train de vie assez élevé pendant une longue période de sa vie. Et puis, il a fait une dépression nerveuse, apparemment. Et ça fait plusieurs années. Au moment du crime, je veux dire, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était en arrêt de travail. Il vit d'une assurance invalidité. Désargenté, au chômage, Jacques Desroches fournit aux enquêteurs un détail crucial. Il a créé avec Reynald Jacquemot, la victime, une boutique. Et surtout, les deux associés ont souscrit ensemble une assurance vie. Cette personne va essayer de nous expliquer que c'est une pratique courante quand on monte une affaire avec quelqu'un. En admettant qu'il soit un homme d'affaires et que la victime était un homme d'affaires, ça leur permettait de protéger leurs intérêts. Les enquêteurs le découvrent. Si l'un des deux associés décède, l'autre encaissera au total près d'1 million d'euros. Jacques Desroches va donc devenir millionnaire du jour au lendemain, après la disparition soudaine de son ami. Il va nous expliquer que c'est une pratique courante en ce qui concerne les assurances, que peu importe, on peut prendre une assurance vie pour quelqu'un et ça peut être quelqu'un d'autre qui paye la prime d'assurance. Donc c'est comme ça que la victime, Jacquemot, avait une assurance vie avec une somme assez élevée sur sa personne, mais c'était Monsieur Desroches qui l'avait payé. Le million d'euros que devrait percevoir Jacques Desroches, sans emploi, constituerait une aubaine. Ce monsieur Desroches, ça fait plusieurs années qu'il ne travaille pas, qu'il a un rythme de vie assez reposant. Il sort de chez lui le matin, il va prendre un petit café, et il n'a pas grand-chose à faire. Sauf que là, l'Agence pour l'emploi lui suggère de retourner sur le marché du travail, et ce n'est pas son objectif de retourner travailler. Pour les enquêteurs, le mobile est tout trouvé. Jacques Desroches veut toucher le gros lot à la suite de la mort de son ami et associé, Jacquemot. Il devient logiquement le suspect numéro 1. Pourtant, les choses sont plus compliquées, car l'homme soupçonné va livrer aux policiers l'enregistrement d'un message audio troublant que lui a laissé la victime le jour même de sa mort. Oui, salut Jacques. Voilà, c'est Reynald. Écoute, il y a 2 types à qui je dois de l'argent qui sont là et appelle-moi dès que t'écoutes le message. C'est vraiment urgent, je suis vraiment dans la merde. S'il te plaît, ils partiront pas tant que j'aurai pas payé, alors rappelle-moi. Jacques Desroches a aussi un alibi. Quand nous sommes allés voir monsieur Desroches chez lui la première fois, il nous a expliqué que de toute façon, il ne pouvait pas être considéré comme suspect parce que pour le jour du meurtre, il avait un alibi. Et il était au cinéma de Joliette avec son fils, Ludovic. Il avait utilisé sa carte de crédit pour payer les 2 tickets et il pouvait nous montrer les relevés sur lesquels était indiqué l'achat de 2 places de cinéma. Donc, à l'heure où le meurtre a été commis, M. Desroches et son fils étaient au cinéma de Joliette. Naturellement, les policiers interrogent alors le fils de Desroches, Ludovic. Le jeune homme, âgé de 20 ans, se montre coopératif. Il confirme l'alibi de son père. Le jour de l'assassinat, tous les deux étaient au cinéma. Ludovic Desroches, il faut savoir que c'est un jeune homme qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui a été élevé uniquement par son père, Jacques Desroches. On peut même dire qu'il a été élevé dans une bulle. Pas d'amis, pas de compagne. Il n'a même aucune fréquentation féminine. Tout ce qu'il sait de la vie, ce jeune homme, c'est ce que son père a bien voulu lui montrer
ou lui faire découvrir. L'alibi évoqué par Desroches et son fils est crédible. Néanmoins, les enquêteurs veulent en savoir plus, afin d'éliminer tous les doutes. Ce qui nous frappe, c'est que M. Desroches a l'air de vraiment vouloir nous aider pour notre enquête, et qu'il a toujours réponse à tout. Je vous donne un exemple. Quand on lui demande si on peut lui faire un prélèvement d'ADN afin de pouvoir le comparer éventuellement aux traces d'ADN trouvées sur la scène de crime, il s'empresse de dire oui, qu'on peut faire un prélèvement. Mais il a déjà une explication sur le fait qu'on retrouvera son ADN là-bas. Il nous dit que la victime n'avait pas beaucoup d'argent et que pour l'aider un peu, il lui apportait de temps en temps un sac rempli de vêtements. Des vêtements à lui. Et donc, ce serait logique qu'on retrouve son ADN sur la scène de crime, puisqu'il a donné des vêtements à la victime. Il était fauché, alors je voulais lui donner un coup de main. Il faut bien reconnaître que les premières questions qu'on pose au sujet d'un crime, quand on commence à interroger les témoins, c'est plus ou moins toujours les mêmes. Il y a une base de questions, et ensuite on va développer. Et lui, c'était comme si il avait appris son rôle par cœur. Alors, je vous dirais que oui, à ce moment-là, ça devient... Avec mon collègue, ça commence à nous intriguer. On sait que les personnes qui veulent absolument aider ont souvent quelque chose à cacher. Quand on faisait notre débriefing après l'avoir interrogé, on se disait... Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui colle pas avec le style, avec le genre de bonhomme qu'on a devant nous. Parce que les réponses qu'il nous donne, elles sont beaucoup trop précises. Au cours de l'enquête, on a demandé à M. Desroches s'il accepterait de passer au détecteur de mensonges. Mais comme il regardait souvent les émissions ou les séries avec des enquêtes policières, il savait déjà très bien qu'on ne pouvait pas lui faire subir le test étant donné qu'il prenait énormément de médicaments. Il savait que les médicaments qu'il prenait pour soigner sa dépression pouvaient avoir un effet sur les résultats du test. Il avait donc préparé à l'avance ce qu'il allait répondre quand on lui demanderait de passer au détecteur de mensonges. Sa réponse a été « Écoutez, moi je serais tout à fait d'accord, mais avec les médicaments que je prends, vous savez bien que le test ne pourra pas être concluant. Et il ne sera pas fiable. » Le hasard faisant bien les choses, il prend précisément les médicaments qui sont incompatibles avec ce genre de test. On ne peut pas passer au détecteur de mensonges quand on est soigné avec ça. Alors ce qui va arriver, c'est que Desroches va jouer à la personne qui avait très envie de se soumettre au détecteur de mensonges, mais qui en est empêchée pour des raisons médicales. Grâce aux émissions qu'il avait vues à la télé, il savait très bien ce qu'il devait dire ou ne pas dire. Toujours très coopératif, mais il savait qu'on ne pouvait en aucun cas lui demander de dire des choses qui risquaient de l'incriminer. Jacques Desroches finit par être totalement blanchi. Les jours, puis les semaines passent. L'enquête s'enlise. Entre-temps, Jacques Desroches encaisse l'assurance vie. Donc la compagnie d'assurance m'appelle et me dit « Notre client nous a contactés pour nous dire qu'il avait le droit de toucher le montant de l'assurance. » Et moi, je sais très bien qu'il s'agit d'une somme d'1 300 000 $. Et j'ai bien été obligé de leur dire, à un moment donné, « Écoutez, payez. » Cela fait maintenant 10 mois que Reynald Jacquemot a été assassiné. Les enquêteurs désespèrent. Ils n'arriveront sans doute jamais à élucider ce mystère. Pourtant, un rebondissement imprévu va se produire. Depuis près d'1 an, les policiers de Montréal sont confrontés à une énigme. Reynald Jacquemot, un commerçant, a été abattu chez lui en juillet 2003. L'homme brassait des affaires louches et comptait de nombreux ennemis. Mais cette piste n'a rien donné. En revanche, la police a cru un moment tenir l'assassin, un certain Jacques Desroches, ami et associé de la victime. Grâce à une police d'assurance qu'ils avaient souscrite ensemble, il a touché 1 million d'euros. Cette enquête-là, comme on vous l'a expliqué précédemment, s'étale sur environ 10 mois. C'est un dossier qui va de rebondissement en rebondissement. On part sur une piste, on se rend compte que ce n'est pas la bonne. On a ça en tête toute la journée, on y pense même le week-end. Et les jours où on ne travaille pas, on se dit « Il faut absolument que j'en finisse avec cette affaire-là. » On reçoit un appel un peu mystérieux. L'interlocuteur nous dit qu'il y a une personne dans la région de Joliette qui aurait été témoin d'un meurtre et qui voudrait venir raconter ce qu'elle a vu et nous faire des confidences à ce sujet. Les enquêteurs parlent au téléphone à un certain Serge Adam. Ce n'est pas lui qui a des révélations à faire à propos de l'assassinat, mais sa compagne, Caroline Jaillet. Les enquêteurs parlent au téléphone à un certain Serge Adam. Ce n'est pas lui qui a des révélations à faire à propos de l'assassinat, mais sa compagne, Caroline Jaillet.
On est tout de suite intéressé par l'histoire que M. Adam nous raconte au téléphone. Il nous donne des éléments d'enquête qui ne sont jamais sortis dans les journaux, qui n'ont jamais été divulgués à la télévision ou dans les journaux. On réalise donc que c'est sérieux, que cette Madame Jaillet connaît très bien toute l'affaire dont on parle. Donc on décide, avant leur arrivée, moi et mon collègue, Vincent Roson, on décide d'enregistrer la conversation sur vidéo. Il faut que je vous dise tout de suite que ma compagne n'a rien fait. Elle n'a vraiment rien fait. Rien du tout. Ils sont tous les deux très nerveux. C'est très important pour eux de pouvoir fumer dans nos locaux. Ils veulent fumer. Lui, il parle beaucoup. Il nous explique notamment qu'il est très anxieux, qu'il prend des médicaments pour calmer ses crises d'angoisse. En fait, il n'arrête pas de parler. Et elle ne parle pas. Elle semble vraiment être dans sa bulle, introvertie. Alors, c'est lui qui va raconter toute l'histoire. Caroline Jaillet, c'est une serveuse de restaurant qui est mariée avec Serge Adam. Serge Adam, on sait que c'est un des hommes avec qui Monsieur Desroches bavarde tous les matins au café du coin. Et de fil en aiguille, ils sont devenus amis, ils ont commencé à se fréquenter. Il y a donc une amitié qui se développe entre le couple Adam-Caroline Jaillet et Monsieur Desroches. Un jour, Caroline Jaillet sort d'un salon de bronzage où elle va régulièrement. Et elle tombe face à face avec Monsieur Desroches, qui lui propose spontanément d'aller faire une balade, d'aller faire du shopping à Montréal. Caroline Jaillet n'a rien à faire ce jour-là, alors elle décide d'accepter. Sans prévenir son mari, elle part avec Monsieur Desroches. Il fait beau, tout va bien, ils font du shopping ensemble, place Versailles. Et après, Monsieur Desroches dit à Caroline Jaillet, il faut absolument que je passe chez un copain pour aller chercher des pièces d'ordinateur. Le copain en question est Reynald Jacquemot, son associé dans la boutique d'informatique. Et là, il m'a demandé de venir avec lui chez son ami, et alors... Entrez, entrez. Dès qu'ils sont arrivés au 934 rue Maisonneuve, M. Desroches a posé sur la table un grand sac orange, une espèce de housse en plastique qu'on utilise d'habitude pour mettre des habits. Et Madame Jaillet s'est dit que le sac devait contenir les pièces d'ordinateur qu'il était venu chercher. L'atmosphère est détendue. Monsieur Jacquemot a l'air content, les invite à venir s'asseoir. Ils discutent autour de la table et puis à un moment donné, ils vont tous les trois dans le salon. Pendant la conversation, M. Desroches sort une lettre de sa poche. Puis, il demande à Reynald Jacquemot, la victime, de lire cette lettre. C'est une lettre qui est dactylographiée, toujours d'après ce que nous a expliqué Madame Jaillet. Desroches lui demande de la lire, de la dater et de la signer. N'oubliez pas qu'on est le 30 juin 2003, le jour du meurtre. Et donc, Madame Jaillet est témoin de cette scène-là. Or, cette lettre est précisément celle qu'a reçue l'avocat du commerçant assassiné. Un document dans lequel celui qui va mourir dénonce deux créanciers comme ses assassins potentiels. Ils sont là, dans le salon, tous les trois, et à un moment donné, Monsieur Desroches demande à Reynald Jacquemot de montrer ses talents d'acteur à Caroline Jaillet. Il dit à la jeune femme, c'est un bon acteur, mon copain, tu vas voir, il est très bon. Il demande à Jacquemot, laisse un message de panique chez moi sur mon répondeur. Ouais, salut Jacques. Voilà, c'est Reynald. Écoute, il y a deux types à qui je dois de l'argent qui sont là et... Appelle-moi dès que tu écoutes le message. C'est vraiment urgent, je suis vraiment dans la merde. S'il te plaît, ils partiront pas tant que j'aurai pas payé, alors... Rappelle-moi. Allez, ciao. Caroline Jaillet le trouve vraiment excellent, alors elle le félicite. C'est vrai que t'es un bon acteur. Et Monsieur Jacquemot dit, oui, j'avais même pensé à en faire mon métier. Et il reste assis là, il continue de discuter. Le temps passe, et ensuite, Caroline raconte qu'ils sont dans le salon, et que Desroches demande soudain à Jacquemot d'aller lui chercher un verre d'eau, quelque chose à boire. Alors le jeune homme se lève, et il se dirige vers la cuisine. À ce moment-là, Desroches se lève lui aussi, et s'approche du grand sac orange. Attends, excuse-moi, je reviens. Oui. Elle ne voit pas ce qu'il sort du sac.
Elle se souvient seulement que juste après, elle a entendu un coup de feu. Elle se lève aussitôt et elle s'approche de la cuisine. Elle le raconte comme si elle voyait encore la scène. Elle découvre Desroches avec une carabine à la main et Jacquemot étendu sur le sol. Elle nous dit, à ce moment-là, Desroches se tourne vers moi et il me regarde avec des yeux de fou. Alors j'ai peur qu'il me tire dessus. Elle sait plus du tout ce qui se passe là, elle panique. Alors elle court vers le salon chercher son sac à main et elle descend l'escalier. Elle explique qu'elle a descendu l'escalier à toute vitesse. Et dès qu'elle est dehors, elle vomit sur le trottoir. Monsieur Desroches descend la rejoindre en bas 5 à 10 minutes plus tard. Et puis, ils s'en vont, mais elle comprend rien à ce qui lui arrive, elle demande des explications. Alors, il essaie de la calmer, il lui dit « Écoute, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. C'est un pourri, il me devait 25 000 $. Et il lui explique que tout était planifié, qu'il avait bien réfléchi. Ça faisait 3 ans qu'il préparait toute cette histoire. Et il dit « Ne t'inquiète pas pour moi, je me suis arrangée et au moment où c'est arrivé, j'étais pas là, moi. J'étais au cinéma, j'y étais avec mon fiston. » Et au bout d'un moment, pendant le trajet, Monsieur Desroches fait des menaces à peine voilées. Il dit « Bon, si tu parles pas, il y aura pas de problème. Tu sais, t'as 2 beaux enfants et puis... » Alors elle est complètement paniquée. Au lieu de prendre l'autoroute, ils ont pris une petite route de campagne et tout au bout de Joliette, ils se sont arrêtés au bord du fleuve et, d'après Madame Jaillet, il aurait jeté les douilles qui étaient dans un sac en plastique. Il aurait jeté les douilles dans le fleuve. Évidemment, elle n'en parle pas à son mari. Elle est complètement terrorisée, mais dans les mois qui vont suivre, elle va devenir de plus en plus... Cette histoire lui empoisonne la vie. Elle est déprimée, elle veut même mourir. Elle va jusqu'à dire « j'avais envie d'attraper le cancer ». J'ai envie de vous dire que c'est pratiquement le rêve de tout enquêteur, ce témoignage. Ça fait bientôt 1 an qu'on est sur cette affaire avec mon collègue. Notre enquête piétine et Desroches ne peut pas passer au détecteur de mensonges. Il semble avoir un alibi. Et soudain, on voit arriver quelqu'un dont le nom n'est jamais apparu dans l'enquête. Quelqu'un qui vient nous raconter, pratiquement minute par minute, toute la préparation et tous les détails de l'exécution de Jacquemot. Les enquêteurs progressent enfin dans le dossier de Reynald Jacquemot, ce commerçant abattu en juillet 2003. Suspect numéro 1 dans cette affaire, un certain Jacques Desroches. Après l'assassinat, cet ami et associé de la victime a touché 1 million d'euros. En effet, les 2 hommes avaient souscrit ensemble des assurances-vie. Autre élément qui accable Desroches, le témoignage d'une femme. 10 mois après le meurtre, Caroline Jaillet, amie du suspect numéro 1, a raconté avoir été témoin de l'assassinat de Jacquemot par Desroches. Problème dans cette affaire criminelle, l'unique témoignage accablant de cette femme ne suffit pas devant un tribunal. Aux assises, ce serait parole contre parole. Un bon avocat de la défense pourrait démolir ce témoin. Il faut d'autres preuves. On se concerte et on estime que la meilleure chose à faire, c'est sûrement d'essayer d'obtenir des aveux directs de Desroches. Alors, Madame Jaillet va accepter de porter un dispositif d'écoute électronique sur elle. Et elle va tendre un piège à Desroches en lui disant « Écoute, il faut que je te voie, j'ai hâte de parler. » Le jour de la rencontre, on a une équipe de surveillance sur place. On a aussi une équipe du groupe d'intervention qui se tient prête à agir en cas d'urgence. Nous voulons garantir la sécurité de notre témoin, c'est-à-dire Madame Jaillet, au cas où Desroches sortirait une arme. Il ne faut pas oublier que ce monsieur est suspecté de meurtre et qu'il peut très bien être armé. Nous devons donc la protéger de façon maximale. Il y a des policiers dans le restaurant qui font comme s'ils étaient des clients normaux. Avec mon coéquipier, Monsieur Rozon, nous sommes à l'extérieur, mais nous pouvons écouter tout ce qui se dit dans le restaurant pendant cette rencontre. Alors, pourquoi tu voulais me voir? Ils sont assis face à face, tous les deux. Caroline Jaillet dit d'emblée à Jacques Desroches « Ça va faire tout juste 1 an demain.
J'ai fait un horrible cauchemar cette nuit, j'ai beaucoup de difficultés avec cette histoire. Et lui, un peu surpris, il essaye de se faire rassurant en disant « N'aie pas peur, je contrôle la situation ». Et elle lui pose plein de questions, notamment « Qu'est-ce que t'as fait avec l'arme du crime? Ça m'inquiète ». Et lui, il répond « C'est pas la peine de t'en faire, l'arme du crime, je l'ai démontée. Je l'ai coupée en morceaux et je l'ai faite disparaître. Ne t'inquiète pas. » De toute façon, c'est mon problème. Ne t'inquiète pas avec ces histoires-là. Là, c'était réglé. On tenait notre homme. C'était comme s'il avait avoué son implication, avoué qu'il était le seul meurtrier de Monsieur Jacquemot. Ce qui pourrait presque prêter à sourire, c'est qu'au cours de la conversation avec Caroline Jaillet, Jacques Desroches précise qu'il est prudent, qu'il fait attention à ce qu'il dit, de peur qu'il y ait des micros. On a envie de sourire puisque la personne qui était en face de lui portait justement un micro sur elle. En tout cas, il s'efforce de la rassurer. Il dit « Ne t'en fais pas, je contrôle absolument tout, je connais les enquêteurs ». Et de façon très exagérée, il va parler de lui comme de quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a le contrôle total de la situation et qui est très brillant. À un moment donné, Madame Jaillet, qui est très nerveuse et qui en plus a bu plusieurs cafés, décide d'aller aux toilettes. Et soudainement, nous n'entendons plus rien. Quand elle va aux toilettes du restaurant, nous n'avons plus aucune communication avec elle. Quand Madame Jaillet est allée dans les toilettes pour faire ses besoins, elle a débranché le dispositif d'écoute électronique. Donc, je lui ai téléphoné dans les toilettes du restaurant. Et notre technicien lui a donné des indications sur le portable. Il y a un fil rouge, vous devez le remettre à tel endroit, etc. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, elle est terriblement nerveuse. Elle est avec un tueur qui l'attend dans le restaurant. Et elle doit rebrancher le micro, la batterie. Plus rien ne marche. Il faut donc un certain temps à Madame Jaillet pour reconnecter les fils et remettre tout ça en fonction. Monsieur Desroches, lui, est toujours assis à la table. Et il commence à trouver que ça prend beaucoup de temps, tout ça. Alors il finit par décider d'aller aux toilettes pour voir ce qui se passe. Une enquêtrice à l'intérieur du café aperçoit alors Desroches se précipiter vers les toilettes. C'est la panique, car l'homme est nerveux. La policière s'interpose et rappelle à Desroches que ces toilettes sont réservées aux femmes. Desroches, en colère, rebrousse chemin. Quand Caroline Jaillet revient enfin s'asseoir à leur table, Monsieur Desroches a déjà des doutes. Il sent bien qu'il se passe quelque chose de pas normal. Alors il regarde Madame Jaillet et il lui dit « Écoute, moi j'ai confiance en toi. Est-ce que toi tu as confiance en moi ?» Et elle lui répond que oui. Et il lui demande si elle est d'accord pour enlever son chandail dans le restaurant parce que lui n'a pas peur d'enlever le sien. Madame Jaillet a été assez vive d'esprit pour lui dire « Écoute, je n'enlèverai pas mon chandail au milieu d'un restaurant. » Et quelques minutes plus tard, Monsieur Desroches a dit « Non, là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Je me tire. » Immédiatement après son départ du restaurant, Desroches, qui s'est sérieusement compromis dans sa conversation avec Caroline Jaillet, est interpellé par la police. Ce que je peux vous dire, c'est que je savais qu'il avait pu être mêlé à l'assassinat de mon fils. Mais je n'aurais jamais pensé que c'était lui qui avait tiré. Jacques Desroches est arrêté. Et il faut savoir qu'au même moment, on soupçonne son fils d'être impliqué dans cette affaire, de lui avoir forgé un alibi. Alors le fils est arrêté aussi. Desroches, arrêté début juillet 2004, n'a pas grand-chose à voir avec l'homme désargenté rencontré par les policiers au lendemain de l'assassinat de Jacquemot, commis un an plus tôt. Ce qu'on pouvait constater, c'est qu'il s'était déjà adapté à son nouveau statut de millionnaire. Il s'était acheté une belle maison en briques, avec un garage attenant, avec un grand terrain,
Tout ça était bien aménagé. On voyait tout de suite que ce n'était pas le genre de propriété qu'une personne sans le sou peut se payer. Bref, Jacques Desroches vivait déjà sa vie de millionnaire bien tranquille à la campagne. Alors j'entame l'interrogatoire de M. Desroches et celui-ci va nier son implication. Il va parler d'une espèce de conspiration. Et il veut laisser entendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros derrière tout ça. Et il va continuer à nier son implication dans cet assassinat. Il dit toujours « Je ne peux pas vous en parler, je vous expliquerai plus tard ». Mais il ne va jamais vouloir entrer dans le vif du sujet. Jacques Desroches, accusé de meurtre, et son fils de complicité, se retrouvent dans la même prison. Pour les enquêteurs, le dossier est terminé. Pourtant, ils ont tort. Il va s'arranger pour se faire présenter un détenu qui a une sale réputation. Et Jacques Desroches va demander à ce détenu... Et il a encore élaboré un plan un peu machiavélique, disons. Et il va lui demander d'enlever la fille de Caroline Jaillet et de lui couper une oreille et de la lui envoyer par la poste pour l'empêcher de venir témoigner au procès et pour la convaincre de se rétracter complètement comme témoin dans ce dossier. Le détenu en question comprend bien qu'il s'agit d'un contrat. Il dit oui à Desroches, je m'occupe de tout, donne-moi les détails. Mais ce qu'il fait en réalité est très différent. Parce qu'au lieu d'appeler un complice à l'extérieur pour aller faire le travail, la sale besogne, il va nous contacter, nous autres policiers. On se rend donc sur place à la prison pour aller voir ce détenu, on prend sa déposition, et on peut ainsi déjouer le complot que Desroches était en train de monter pour s'attaquer à la famille de Madame Jaillet. Ce volet de l'affaire démontre que Jacques Desroches savait combien le témoignage de Caroline Jaillet allait peser lourd dans la balance quand viendrait le moment de son procès. Eh bien, il est sûr que même si le dossier est réglé, encore aujourd'hui, on se pose certaines questions. Pourquoi Jacques Desroches a amené sur les lieux mêmes du crime, au moment même du crime, Caroline Jaillet? C'est un mystère. Parce que s'il ne l'avait pas amené, ça aurait fonctionné son affaire. Il ne faut pas oublier qu'il a effectivement touché 1 300 000 $ de la compagnie d'assurance. Si le témoin qui était là avec lui n'avait pas parlé, eh bien, probablement que Desroches aujourd'hui mènerait encore sa vie de millionnaire. Juste après le crime, Desroches a dit à Caroline Jaillet que Jacquemot aimait les très belles filles. Donc, est-ce qu'il l'a amené là pour impressionner Reynald Jacquemot et aussi dans le but de détourner son attention? C'est possible. Une dernière hypothèse émise par les enquêteurs expliquerait bien des choses. Pour ma part, j'ai une hypothèse. Elle repose sur le fait que M. Desroches était un bon manipulateur, qu'effectivement la victime avait de très gros problèmes d'argent à ce moment-là et qu'il y avait des gens qui étaient bien décidés à lui faire payer ses dettes. Donc, il se peut très bien que Desroches ait dit à Jacquemot « Écoute, on va faire comme si des gens étaient venus et t'avaient enlevé, comme s'ils t'avaient tué et qu'on ne te retrouvait plus. Comme ça, ils vont arrêter de te courir après. Et toi, tu as juste à te tirer d'ici, juste à te sauver. Va-t'en, disparais. Quitte le Canada ou quitte la province de Québec et puis tes problèmes vont disparaître. Refais ta vie sous un autre nom ailleurs. » Quand je pense à cette affaire, je trouve ça vraiment triste. Surtout parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Mais quand on regarde la conclusion, c'était absolument pour rien, puisque ceux qui ont profité de cette énorme somme d'argent sont des gens qui ne s'y attendaient pas du tout. C'était comme s'ils avaient gagné au loto. Parce que, en fait, l'argent est allé aux héritiers légaux de la victime, c'est-à-dire aux parents de M. Jacquemot. Au final, Jacques Desroches n'aura pas vraiment eu le temps de profiter du million d'euros, l'argent du crime. La presse s'empare de l'affaire Jacques Desroches. Arrêté par la police grâce au témoignage accablant d'une femme, Caroline Jaillet, qui a assisté au meurtre. Aujourd'hui, Jacques Desroches est accusé de meurtre. Son fils, Ludovic, qui lui a fourni un faux alibi, a lui aussi été arrêté. Un père et son fils ont été arrêtés pour un meurtre commis il y a 1 an exactement. Ah oui, et pour récolter une prime d'assurance d'1,5 million de dollars. Jacques Desroches aura profité à peine quelques mois de sa soudaine richesse. Tout ce qui reste aux Desroches, c'est répondre de leurs actes.
En fait, quand Ludovic et son père ont été arrêtés, ils ont bien sûr été interrogés. Et Ludovic, un des enquêteurs lui a dit « Toi, tu es complice de ton père parce que tu es allé acheter des places de cinéma pour faire croire qu'il était avec toi, alors qu'il était en train de commettre le meurtre. » Et Ludovic a nié comme on pouvait s'y attendre. Il a dit que son père, il était doux, jamais violent. Il a dit au policier « Mon père, il est super, tout le monde l'aime. » Donc, il était vraiment en grande admiration devant son père. Au bout du compte, Jacques Desroches n'a-t-il pas fait de son fils l'autre victime de son crime? En fait, l'interrogatoire va nous dévoiler qui était au courant de ce projet. Mais comme je vous ai dit, pour lui, son père, c'est le bon Dieu. Donc, on se rend compte que M. Desroches a la même attitude avec son fils qu'avec les gens qu'il rencontre ou avec les policiers. Alors le jeune homme commence à tout raconter, dans l'intention d'aider son père. Et il se met à nous parler du fameux alibi. Mais il nous explique qu'il était au courant, qu'il savait que son père irait à Montréal commettre un meurtre ce jour-là. Et qu'il était d'accord pour lui fournir un alibi en allant acheter des places de cinéma. En fait, lorsqu'on parle avec ce jeune homme, il a l'air normal, mais il ne réagit pas comme quelqu'un qui est conscient de l'ampleur des dégâts qu'il est en train de provoquer en expliquant que l'alibi était bidon. On dirait que pour lui, c'est comme un jeu. Mon père s'en va à Montréal, il va éliminer quelqu'un qui n'est pas gentil, qui ne se conduit pas bien, il va revenir, on va avoir beaucoup d'argent et on va vivre une vie heureuse, mon père et moi, jusqu'à la fin de nos jours. Desroches avait dit à son amie Caroline qu'il avait liquidé son associé parce que celui-ci lui devait de l'argent. Mais dans les faits, Jacques Desroches avait bien planifié son crime. 3 ans plus tôt, il avait contracté une police d'assurance sur la vie de Reynald Jacquemot. Le soir du meurtre, il avait prévu un alibi fourni par son fils Ludovic. Quand on arrive au procès, Caroline Jaillet, qui est le témoin principal, vient à la barre. Bien sûr, on lui demande d'abord de raconter toute son histoire. Et puis, à un moment donné, on passe l'enregistrement au jury. En fait, c'est presque tout de suite après que M. Desroches a décidé de plaider coupable. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que l'audition de l'écoute électronique a été dévastatrice pour l'accusé. Il a vu les réactions des membres du jury et il semble que ce soit à ce moment-là qu'il ait décidé d'assumer les conséquences de son geste. En plaidant coupable, c'est vrai qu'il évite des frais aux contribuables, mais ça arrange quand même bien l'accusation, parce qu'un procès, on ne sait jamais comment ça va se terminer, même si on a le meilleur dossier, les meilleures preuves. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'en échange de ce plaidoyer de culpabilité, les accusations portées contre son fils Ludovic pour complicité sont retirées. Ludovic Desroches est derrière les barreaux depuis près de 2 ans, quand son père décide finalement de reconnaître sa culpabilité dans l'affaire. Si le père ne s'était pas entêté, il aurait ainsi évité à son fils une longue incarcération. Ludovic, le fils aurait fait quelques mois de prison, pas 2 ans de détention. Mais son père disait « Non, on ne plaide pas coupable, on ne plaide pas coupable, ce n'est pas vrai que tu m'as fourni un alibi. » Le jeune a fait de la prison absolument pour rien, jusqu'au moment où Desroches a réalisé qu'il était en train de faire n'importe quoi. Même nous, on lui disait « Arrête de jouer à ça. Ton fils, il va faire 50 tôles alors qu'il devrait en faire seulement 6 mois. » Ludovic, tout comme son père, a été accusé d'avoir voulu participer à l'enlèvement de la fille de Caroline Jaillet afin d'empêcher que cette femme témoigne contre eux. Remis en liberté, Ludovic, le fils, est abandonné à lui-même. Son sort inquiète les enquêteurs. La police part à la recherche de sa mère et l'incite à se porter au secours d'un fils avec lequel elle n'avait plus de contact. Elle a accepté de le prendre en charge. Elle s'est portée garante de son fils. Je crois qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui est très narcissique. Cela s'entendait clairement de toute façon dans la conversation. La conversation qui a été enregistrée par notre témoin. Il faut ajouter que les personnes de son entourage l'ont confirmé. C'est donc... Je pense qu'il répond à tous les critères de la définition d'une personne narcissique.
Alors sa décision de plaider coupable a eu l'effet d'une bombe venant de la part d'un personnage comme Jacques Desroches. Et est-ce que cet homme a eu un moment de lucidité qui est venu finalement supplanter son côté narcissique? C'est possible. Donc tout ça va être abandonné. De toute façon, comme il plaide coupable de l'accusation de meurtre au premier degré, qui est la pire accusation de notre code criminel, cela entraîne déjà automatiquement une peine de prison à vie. Jacques Desroches, vous savez, ça fait déjà longtemps que je lui ai pardonné ce qu'il a fait. Pourquoi je ressentirais de la haine contre cette personne? Tout ça, c'est... En réalité, quand vous avez de la haine contre une personne, c'est à vous-même que vous faites du tort. La personne que vous haïssez, elle ne le sait même pas la plupart du temps, et puis ça ne la dérange pas du tout. Il reste à Jean-Luc Jacquemot le souvenir de son fils, Reynald. Vous savez, je vais vous dire, moi, la mort de mon garçon, ça m'a pris une année. J'ai passé une année atroce. Et puis... Mais aujourd'hui, je m'en suis bien sorti, Parce que moi, j'ai appris au moins une chose, c'est que quand on a des enfants, ils ne nous appartiennent pas. Quand le bon Dieu, là-haut, il veut venir les chercher, il n'envoie pas un télégramme pour nous dire « Écoute, là, à telle heure de telle journée, je vais venir chercher ton fiston. » Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TMC.